Le maire de Santo André, Celso Daniel du PT, a été enlevé hier soir dans la zone sud de São Paulo. Pendant toute la nuit, des hommes politiques du Parti des travailleurs ont veillé ici devant le siège du conseil municipal, attendant des informations et d'éventuels contacts des ravisseurs. Le soir du 18 janvier 2002, un vendredi, le maire de Santo André, Celso Daniel, a dîné au restaurant Rubaya, dans le quartier des Jardins, à Sao Paulo. De l'autre côté de la table se trouvait son ami de longue date, l'homme d'affaires Sergio Gomes da Silva, connu de ses proches sous le nom de Sombra. Celso Daniel, ingénieur, ancien député fédéral et cofondateur du PT, était pressenti comme coordinateur du programme gouvernemental et possible ministre des Finances de Lula, candidat à la présidence cette année-là. C'était l'homme le plus influent du parti dans l'ABC Paulista. Il avait été élu maire de Santo André à 3 reprises, la dernière fois avec plus de 70% des voix. Après 2 heures à ce dîner, Celso et Sombra sont alors partis dans la voiture de Sombra, une Mitsubishi Pajero blindée. Ils circulaient dans la zone sud de Sao Paulo lorsque 3 voitures ont commencé à poursuivre le véhicule. La poursuite a duré environ 3 km. Les criminels ont bloqué la Pajero dans la rue Antonio Bezerra. 6 hommes armés sont descendus et ont commencé à tirer sur la voiture. Le blindage a bien résisté, mais ensuite les portes se sont ouvertes. Et ici, il y a un détail qui sera très important plus tard. Dans une voiture blindée, l'accès extérieur n'est pas possible, du moins pas facilement, lorsque le conducteur ou la personne à l'intérieur ne veut pas que la porte soit ouverte. Une voiture blindée est une capsule de protection. Les portes ne s'ouvrent que de l'intérieur, ce qui a d'ailleurs suscité beaucoup de controverses dans cette affaire. Les criminels ont arraché Celso Daniel du siège passager lorsqu'ils ont réussi à ouvrir les portes, et son bras a été relâché sur place, sans blessure. 2 jours plus tard, le dimanche matin, le corps de Celso Daniel a été retrouvé par des habitants sur un chemin de terre à Juquitiba, dans l'intérieur de Sao Paulo. Il avait 8 blessures par balle sur le corps, des marques de brûlures dans le dos faites avec le canon d'un revolver, des éraflures à la bouche, au bras et à la cuisse. Les bras et les jambes étaient contractés, ce que les experts allaient plus tard appeler un spasme cadavérique, signe que la victime aurait beaucoup souffert avant de mourir. Le médecin légiste Carlos de Montprint, responsable de l'autopsie, a décrit la séquence. Il a dit que d'abord, il y a eu un coup à la tête, probablement au moment de l'enlèvement. Ensuite, des heures de torture, des brûlures, des tirs effectués à courte distance. Si près que les éclats des balles se sont incrustés dans sa peau. Un tir dans la poitrine, à l'épaule. Dans l'avant-bras en position de défense, et enfin déjà au sol en position fétale. 2 balles dans le visage et 2 dans le dos. Print, avec 21 ans de carrière et plus de 20 000 autopsies, a prononcé une phrase qui est restée gravée. Il est exceptionnel qu'un enlèvement éclair se solde par la mort. Je n'ai jamais examiné de cas présentant un rituel de torture d'une cruauté et d'une disproportion pareille à celle que j'ai constatée sur le corps de Celso Daniel. Je suis sur l'autoroute Régis Bittencourt. Nous accompagnons la police en direction de la commune de Juquitiba. Des informations indiquent qu'un corps correspondant au signalement du maire a été retrouvé. Nous sommes arrivés sur place. Il y a beaucoup de policiers, des curieux. Sur la route de terre, entourée par la forêt, se trouve le corps, exécuté par au moins 7 tirs. Dans le dos, dans la poitrine, dans la nuque. L'enquête policière a été bouclée en seulement 2 mois. La conclusion ? Crime ordinaire. Les criminels, membres d'un gang d'une communauté appelée Pantanal, dans la zone sud de Sao Paulo, auraient enlevé Celso Daniel par hasard après avoir perdu leur cible initiale. 6 ont été arrêtés et condamnés. Affaire classée, n'est-ce pas? Eh bien non. À partir de là, plusieurs personnes liées à l'affaire ont commencé à mourir dans des circonstances considérées comme suspectes. Au total, on parle d'environ 7 morts suspectes. Dionisio Severo était un criminel spécialisé dans les enlèvements avec un long casier auprès de la police de Sao Paulo. Le ministère public l'a désigné comme un élément clé dans l'opération qui a abouti à la mort de Celso Daniel. Selon les enquêteurs, ce Dionisio était le lien entre le gang qui a exécuté l'enlèvement et ceux qui ont commandité l'enlèvement. Détail important, 2 jours avant le crime, Dionisio s'est évadé de la prison d'Ily. Un hélicoptère lors d'une opération digne d'un film où des complices ont braqué une arme sur la tête du pilote et l'ont forcé à atterrir dans la cour de la prison. Lorsqu'il a été repris des mois plus tard, à Alagoas,
Il a promis aux enquêteurs qu'il raconterait tout ce qu'il savait sur la personne qui avait commandité l'enlèvement du maire. Avant de tenir sa promesse, cependant, il a été assassiné de dizaines de coups de couteau à l'intérieur de la prison. Selon les enquêteurs, les gros titres des journaux parlaient d'une évasion digne de cinéma et tout le reste, parce que tout s'était parfaitement déroulé. Pour eux qui se sont évadés et moi qui suis encore en vie ici, parce qu'il paraît que parmi les gars que j'ai fait sortir, il y en avait qui avaient déjà 8 meurtres à leur actif. Je ne m'en suis pas soucié. Il y a eu la mort de Celso Daniel ici et une évasion là-bas, celle que j'avais organisée, une histoire différente. C'est seulement plus tard, par les médias, que j'ai appris qu'il y avait ce lien. Et sur le téléphone que ce fameux Dionisio utilisait en prison, ils ont découvert des appels fréquents à un policier de la brigade des stupéfiants appelé Ottavio Mercier. Ottavio a été entendu par l'inspection, il a dit qu'il ne savait rien. Peu de temps après, il a été tué par balle chez lui. Sergio Aurelia, qui a caché Dionisio après l'évasion, a été retrouvé carbonisé dans le coffre d'une voiture. Ira Moraes Redua, le premier agent funéraire à arriver là-bas, à Juquitiba, a été tué avec ses 2 fils. Il a été abattu alors qu'il mettait les courses dans le coffre de sa voiture. Quant à Antonio Palacio d'Oliveira, le serveur qui servait Celso Daniel et Sombra ce jour-là au Rubaya. Il était d'ailleurs le serveur habituel du duo, qui s'asseyait parfois avec ses amis à la table. Il a été poursuivi par 2 hommes à moto agressés, a perdu le contrôle et a percuté un poteau. La police a enregistré cela comme un vol, mais rien ne lui a été pris. Et détail important, Antonio avait de faux documents et un dépôt de 60 000 réés sur son compte. D'une origine jamais identifiée. Paulo Henrique Brito, le seul témoin qui a déclaré avoir assisté à la mort du serveur, a été assassiné au même endroit 20 jours plus tard d'une balle dans le dos. Le médecin légiste lui-même, Carlos Del Monte Printes, est mort peu de temps après. Il avait accordé une interview à Jo Soares et a déclaré qu'il avait été interdit de parler publiquement de l'affaire et rétrogradé de son poste pour avoir défendu la thèse selon laquelle tout ce qui s'était passé relevait de la torture. Il est mort quelque temps après cette interview. Des morts suspectes. Toutes des personnes qui savaient ou avaient vu quelque chose sur l'affaire de Celso Daniel. Mais rien n'a jamais été confirmé, d'accord? Pour tout, il y avait une explication officielle qui écartait tout lien avec l'affaire. Vous n'avez pas vu que j'enregistrais? La chaise était là, mais vous voyez ces livres ici? Ils sont tombés tout seuls. Regarde, comme je disais sur les morts suspectes, j'ai flippé. Le maire de Santo André, qui à l'époque a participé à l'élaboration du programme de gouvernement du futur président Lula, a été torturé et tué. Après lui, 7 autres personnes liées à l'affaire ont été assassinées ou sont mortes de façon mystérieuse. Vous vous demandez sûrement ce qu'il est advenu de Sombra? Libéré lors de l'enlèvement, l'expertise a révélé des éléments contredisant sa version. Il a dit que le pneu avait crevé pendant la poursuite et que la voiture avait dû une panne électrique. L'expertise a révélé que le pneu a été crevé lorsque la voiture était déjà arrêtée et que le véhicule fonctionnait normalement malgré les tirs. En ce qui concerne ces allégations, où il a dit que la voiture avait un problème de boîte de vitesse, nous avons examiné la boîte pour voir s'il y avait un problème. Aucun problème n'a été trouvé. La voiture fonctionne bien, la boîte de vitesse est normale. C'est-à-dire, ce qui a été dit ne correspond pas vraiment à ce que vous voyez ici. Oui, sa version ne correspond pas à ce qu'on constate ici sur la voiture, non? Et la question est, dans une voiture blindée qui fonctionne encore, pour quelle raison s'arrêter? Et pour quelle raison ouvrir les portes qui étaient verrouillées? Sombra a changé de version, apparemment, plusieurs fois. Le gars de la grande chaîne me ridiculise. Il affirme que je mens, que la voiture démarre, que la porte ne se déverrouille pas et que je suis le principal suspect. On doit mettre en place un plan là. Pourquoi? Parce que les compagnies de billets, avec les entreprises, avec Mitsubishi, pour des raisons évidentes de marché, se sont alliés pour dire que c'est un mensonge, parce que la boîte de vitesse fonctionne. L'expertise a montré que la boîte de vitesse fonctionne. La famille de Celso Daniel n'a jamais cru à la version du crime ordinaire, d'accord? Le frère de Celso Daniel, João Francisco Daniel, a affirmé que Celso avait un dossier avec des indices d'enrichissement illicite de Sombra et d'autres membres du système de corruption, là à la mairie de Santo André. Selon le ministère public, Santo André était l'un des principaux points de collecte irrégulière de fonds, alimentant ainsi les campagnes du parti. En 2005, l'affaire a été rouverte et confiée à la commissaire Elisabeth Sá. Elle aurait rédigé un rapport d'environ 5 pages et n'aurait pas effectué de démarches de base, comme par exemple la levée du secret téléphonique des personnes impliquées, et a maintenu la conclusion précédente de crimes communs. Un détail que la famille a publiquement remis en question.
Elisabeth Sa était la tante du mari de la fille de Lula, ce qui reliait le crime au système de pots de vin qui opérait à la mairie. Sombra a même été renvoyé devant un jury populaire, mais il n'a jamais comparu sur le banc des accusés, car il est décédé d'un cancer en 2016, 3 mois avant la première audience. Sombra a été condamné dans une autre affaire, il y a 15 ans, pour avoir dirigé un système de perception de pots de vin auprès des entreprises de transport engagées par la mairie. Le juge a affirmé que le système de pots de vin était connu au sein du PT. Mais cette affirmation a été jugée controversée, car elle a été considérée comme une interprétation du juge et non comme un fait jugé et définitif donc. L'homme d'affaires Sergio Gomes da Silva, connu sous le nom de Sombra, accusé d'être lié à l'assassinat du maire de Santo André, Celso Daniel, du PT, est décédé ici à São Paulo. Le crime a eu lieu en 2002. L'année dernière, Sombra avait été condamné à 15 ans de prison pour corruption et faisait appel en liberté. Celso Daniel a été enlevé, torturé et exécuté de 8 balles. La version officielle parle d'un crime ordinaire, sans préméditation, commis par un gang ayant confondu la cible. 7 témoins sont morts par la suite, dans des circonstances suspectes. L'homme qui dînait avec Celso la nuit de l'enlèvement a été relâché sans une égratignure, a changé de version plusieurs fois, a été accusé d'être le commanditaire et est mort avant le procès. Et le dossier que Celso aurait soi-disant gardé sur le système de corruption à Santo André n'a jamais été retrouvé par la police. Mais des documents ont été retirés de son appartement avant que les enquêteurs n'arrivent. Jusqu'à aujourd'hui, le commanditaire de l'assassinat de Celso Daniel n'a pas été définitivement jugé. Malgré la version officielle, de forts soupçons de crimes politiques persistent. Peut-être une élimination de témoins. Cela pourrait même être ce que dit la version officielle. Mais pour un crime ordinaire, les conséquences, les circonstances, les coïncidences et les hasards ont été bien inhabituels. Et tout ce qui reste de cette affaire, jusqu'à aujourd'hui, c'est une immense ombre, une ombre. Raúl Fernandez do Amaral Street, dit Doca Street, et Angela Diniz, la panthère du Minas, avaient tout. Ils étaient riches, beaux et célèbres. Mais, à la veille du réveillon de 1976, le silence du sophistiqué balnéaire de Búzios, à Rio de Janeiro, a été brisé par 4 coups de feu. Angela Maria Fernandez Diniz était originaire de Curvelo, dans le Minas Gerais, et a grandi à Belo Horizonte. Fille d'un dentiste et d'une couturière au foyer, sa mère a commencé à voir dans la beauté de sa fille, à l'époque, une voie vers l'ascension sociale grâce à un bon mariage. Dans le contexte des années 60, un bon mariage signifiait s'unir à un homme riche, influent et capable d'offrir une stabilité financière et un statut social. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À 17 ans, Angela est montée à l'hôtel pour épouser l'ingénieur Milton Villas Boas. Âgé de 31 ans, membre d'une famille traditionnelle du Minas Gerais, entouré d'argent, de prestige et d'influence politique. D'ailleurs, certains de ses proches étaient liés à la Cour suprême fédérale. Après 9 ans de mariage et la naissance de 3 enfants, l'union a cependant pris fin. Il paraît qu'en échange d'une pension généreuse, Angela a accepté de laisser la garde des enfants à son mari. Ainsi, à 26 ans, elle a entamé une nouvelle phase de sa vie. Après la séparation, elle partage sa vie entre les quartiers huppés de Rio et São Paulo, entourée d'artistes, hommes d'affaires, playboys et chroniqueurs mondains. Très belle, jeune, charismatique et liée à la haute société de Minas Gerais et de Rio, sa vie semblait être une succession interminable de fêtes, de voyages et de relations. La mondaine, qui s'est même fait interner volontairement dans une clinique de réhabilitation, est devenue l'une des femmes les plus photographiées de son époque. Son visage apparaissait en couverture des journaux et des magazines, même si ce n'était pas toujours dans les pages mondaines. À partir de là, Angela a commencé à apparaître de plus en plus dans les pages mondaines. Angela Diniz est alors devenue connue sous le nom de la panthère du Minas. Elle a été pendant très longtemps la personne la plus remarquable de la société minière de l'époque, n'est-ce pas? Angela Diniz s'est retrouvée impliquée dans plusieurs affaires policières. L'un d'eux était lié à la possession de drogue, un autre à l'enlèvement présumé de sa propre fille et le plus grave, au meurtre de José Avelino dos Santos, 17 ans connu sous le nom de Zé Pretinho. Le jeune homme travaillait comme gardien et veilleur dans la résidence d'Angela, là-bas à Belo Horizonte. Son corps a été retrouvé à l'extérieur de la maison en juin 1973, sans vie, avec des balles dans le visage. La scène a attiré l'attention des autorités parce que le jeune homme tenait un couteau à la main, la braguette ouverte, et il y avait des signes d'éjaculation, ce qui, au départ, a soutenu l'hypothèse d'une tentative d'abus sexuel. Dans un premier temps, Angela a reconnu être l'auteur des coups de feu, invoquant la légitime défense. Au commissariat, Angela avoue avoir tué le gardien. La raison ?
Armé d'un couteau, il aurait tenté d'entrer dans la chambre pour l'agresser sexuellement. Cependant, l'enquête a révélé la présence d'une troisième personne dans la résidence cette nuit-là. Le millionnaire du Minas Gerais, Arthur Valle Mendes, alias Tuca Mendes, héritier du groupe Mendes Mesquita. Comme Tuca était marié, on pense qu'Angela a essayé de le protéger en assumant la responsabilité du crime. Plus tard, l'homme d'affaires a déclaré avoir vu une silhouette dehors cette nuit-là, être allé vérifier, avoir été attaqué et avoir tiré en réaction. L'affaire a provoqué un énorme scandale dans la haute société. Pourtant, tout s'est terminé de manière plutôt clémente. Bien qu'il ait été jugé, la thèse de la légitime défense a d'abord prévalu. Et Tuca n'a jamais purgé de peine en régime fermé, ce qui a renforcé l'image d'intouchabilité de l'élite de l'époque. Dans un nouveau chapitre de sa vie, Angela Diniz a alors rencontré son futur assassin, en août 1976. Lors d'un dîner de l'élite poliste, une relation intense et tumultueuse a commencé, qui a poussé Raúl Fernando do Amaral Street, connu sous le nom de Doca Street, à abandonner sa femme et ses enfants pour vivre avec Angela Abuzios sur la côte de Rio. Qui était Doca Street? Il est né dans une famille traditionnelle aisée, petit-fils de l'industriel Jorge Street. Malgré ses origines privilégiées, ses voyages à l'étranger et sa bonne apparence, il n'a jamais construit de patrimoine ni de carrière solide par ses propres efforts. Il passait d'emploi temporaire en emploi temporaire et dépendait financièrement des femmes avec qui il entretenait des relations. La relation entre Angela et Doca était très intense, d'accord ? Même obsessionnelle et profondément tumultueuse, marquée par des crises de jalousie, des disputes violentes et des réconciliations constantes. Apparemment, l'alcool et la drogue étaient des éléments fréquents, présents dans cette relation destructrice qui n'a duré que 4 mois. Le présage de la tragédie a commencé quelques heures avant le meurtre, ce même 30 décembre 1976, dans la maison de plage d'Angela Diniz, située sur la plage dos Ossos, à Buzios. Les détails sont apparus plus tard lors du procès. Selon la version présentée par la défense de Doc Street, une jeune touriste allemande nommée Gabrielle Dyer, qui aurait interagi avec Angela sur la plage, est finalement devenue le point central de la dernière dispute du couple. Le récit des avocats affirme qu'Angela aurait manifesté de l'intérêt pour l'Allemande et aurait suggéré une relation sexuelle à 3 impliquant les 3. Elle, Gabrielle et Doca. Toujours selon la défense, cela aurait provoqué chez Doca une profonde crise de jalousie, d'humiliation et de perte de contrôle émotionnel, servant ainsi de déclencheur à la dispute qui finirait en tragédie. Quelques heures plus tard, Angela aurait annoncé la fin de la relation et expulsé Doca de la maison. Il est parti, mais il est revenu peu de temps après, essayant de se réconcilier. Selon le témoignage du meurtrier lui-même, Angela aurait imposé des conditions pour que la relation continue. Liberté absolue d'aller et venir sans avoir à demander la permission ou à rendre des comptes à son compagnon. De plus, Doca a affirmé qu'elle exigeait qu'il accepte d'éventuels autres partenaires amoureux, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes. À un certain moment, Doca a alors pris un pistolet et a tiré 4 fois sur Angela Diniz. 3 balles au visage et à la nuque. Angela est morte sur le coup à l'âge de 32 ans. Après l'assassinat, Doca Street s'est enfui vers le Minas Gerais, où il est resté pendant quelques jours, tandis que sa défense tentait de commencer à organiser sa stratégie. Lorsqu'il a finalement décidé de se présenter à la police, les avocats travaillaient déjà sur la stratégie qui serait utilisée au tribunal, transformer l'homicide en un prétendu crime passionnel. En soutenant que Doca aurait agi sous l'emprise d'une forte émotion et complètement consumé par la jalousie. Le premier procès a eu lieu le 18 octobre 1979 dans la ville de Cabo Frio, à Rio. La défense a été assurée par le célèbre pénaliste Evandro Lins e Silva, considéré comme l'un des avocats les plus influents du pays à cette époque. La stratégie adoptée allait entrer dans l'histoire juridique brésilienne. Au lieu de concentrer la défense exclusivement sur l'assassinat, les avocats ont commencé à attaquer directement la réputation d'Angela Diniz. Pendant le procès, elle a été dépeinte comme une femme débauchée, libertine, manipulatrice et provocatrice. L'argument principal de la défense était que Doca aurait agi en légitime défense de l'honneur. En pratique, la thèse soutenait que le comportement moral et affectif d'Angela aurait provoqué chez l'accusé une humiliation émotionnelle si intense qu'il aurait complètement perdu le contrôle. Le procès s'est rapidement transformé en spectacle médiatique. À l'extérieur du tribunal, il y avait des curieux, des journalistes et des partisans de Doca Street. À certains moments, l'assassin a même été applaudi tandis qu'Angela, déjà morte, était moralement condamnée devant l'opinion publique. Le résultat a choqué une grande partie du pays. Doca Street a été condamné à seulement 2 ans de prison. Malgré cela, il a bénéficié d'un sursis, c'est-à-dire une suspension de peine, et il a quitté le tribunal libre sans aller en prison.
Doka Street a été condamné à 2 ans de prison. Mais comme il a déjà obtenu un sursis, il purgera sa peine en liberté. Dès que le juge a lu la sentence, que Doka a écoutée avec émotion, la bousculade a commencé. Tout le monde voulait parler avec Doka Street. La décision a provoqué une énorme révolte, surtout parmi les mouvements féministes, qui ont commencé à organiser des manifestations historiques avec le slogan « Qui aime, ne tue pas ». La conduite du procès a été tellement absurde que le journal Opaskoïm a ironisé la stratégie de la défense, affirmant que les avocats semblaient déterminés à prouver que Angela avait tué Doka. L'énorme pression sociale et le puissant mouvement féministe ont conduit la justice à annuler le premier procès. En novembre 1981, Doka Street est retourné devant le tribunal du jury. Mais le Brésil était déjà un autre pays à ce moment-là. Le mouvement féministe était beaucoup mieux organisé et l'opinion publique avait profondément changé. Cette fois, la thèse de la légitime défense de l'honneur a perdu de sa force et Doka Street a été condamné à 15 ans de prison pour homicide. Même ainsi, il n'a pas purgé l'intégralité de sa peine en régime fermé. Il a passé environ 4 ans en régime fermé, puis a été transféré en régime semi-ouvert. En 1987, il a obtenu la liberté conditionnelle. Certaines sources divergent sur la durée réelle de son emprisonnement. Après sa libération, il a vécu discrètement à Sao Paulo. En 2006, il a publié le livre Mea Culpa, dans lequel il a présenté sa propre version du crime. Doka Street est décédé le 18 décembre 2020, à l'âge de 26 ans, après avoir subi une crise cardiaque. Selon cette thèse, Doka Street, connu pour avoir tué la mondaine Angela Diniz, est décédé aujourd'hui après une crise cardiaque. Raúl Fernando do Amaral Street avait 86 ans. Il a assassiné Angela Diniz de 4 coups de feu parce qu'il n'acceptait pas la fin de leur relation. Et l'affaire Angela Diniz est devenue un jalon historique au Brésil, car elle a contribué à exposer au niveau national le mécanisme juridique et culturel de la soi-disant légitime défense de l'honneur, utilisée pendant des décennies pour justifier les assassinats de femmes commis par des compagnons jaloux. Finalement, 47 ans après le crime, en 2023, la Cour suprême fédérale a officiellement déclaré inconstitutionnelle l'utilisation de la thèse de la légitime défense de l'honneur dans les tribunaux brésiliens. À cette occasion, l'affaire Angela Diniz a été citée comme l'un des exemples historiques les plus emblématiques de ce type d'argument juridique. Deux amis ont été retrouvés morts au sommet d'une colline à Niterói. À côté des corps, déjà en état de décomposition, la police a trouvé 2 mystérieux masques en plomb. L'affaire, qui allait devenir célèbre dans tout le Brésil sous le nom de mystère des masques de plomb, a commencé de manière silencieuse et troublante. Jusqu'au 20 août 1966, dans une région isolée du Morro do Vintém, près de la ville de Niterói, dans l'état de Rio de Janeiro. Des décennies plus tard, il continuerait d'être rappelé comme l'un des épisodes les plus énigmatiques de l'histoire policière brésilienne, entouré de théories sur des expériences spirituelles, des contacts extraterrestres et des rituels secrets. Cet après-midi-là, le 20 août, un jeune homme appelé Jorge da Costa Alves, âgé de seulement 18 ans, est monté sur le Morro do Vintém, apparemment pour faire voler un cerf-volant, comme il l'avait fait tant d'autres fois. L'endroit était isolé, couvert de végétation et connu pour sa vue privilégiée sur la région. Alors qu'il marchait, il a remarqué quelque chose d'étrange là, dans les broussailles. Il s'est approché avec prudence et a vu 2 hommes morts, allongés côte à côte sur le sol. Le jeune homme a été effrayé, les corps étaient déjà en décomposition, indiquant que les décès étaient survenus il y a plusieurs jours. La scène était trop étrange pour ressembler à un simple accident. Comme cette histoire a 60 ans, les détails des nombreux récits varient évidemment. Les 2 hommes le portèrent des costumes. En ce qui concerne les soi-disant imperméables, les manteaux de pluie, on ne sait pas s'ils les portaient ou non, ni s'ils étaient près des corps. Il est mentionné qu'il y avait 2 serviettes pliées à l'intérieur d'un paquet. Il y avait aussi un mouchoir avec un monogramme brodé, mais ils ne correspondaient pas à leur nom, ni à ceux de toute personne ensuite visée par l'enquête. Mais sur leurs yeux, ils portèrent des masques faits de plomb, moulés comme des lunettes, sans verre. Cette particularité très insolite allait transformer l'affaire en l'un des plus grands mystères du pays. Il paraît que la police a été appelée, mais elle a mis du temps à accorder du crédit à la dénonciation concernant les cadavres. Il pleuvait beaucoup et l'endroit était difficile d'accès, nécessitant ainsi une marche de près de 2 heures à travers la forêt, en montant la colline. Mais finalement, la police s'est rendue sur place et a isolé la zone. Les enquêteurs de la police civile ont d'abord constaté qu'il n'y avait aucun signe apparent de violence. Il n'y avait aucune trace de lutte, de sang, de blessure ou d'indice, du moins évident, de meurtre. Il n'y avait pas non plus de signe de vol puisque les effets personnels des hommes étaient avec eux sur place. On parle d'alliances en or, de montres, de documents.
Les hommes ont été identifiés comme Manuel Pereira da Cruz, 32 ans, et Miguel José Viana, 34 ans, tous deux techniciens en électronique, vivaient à Campos dos Goitacazes, dans l'intérieur de l'État de Rio de Janeiro. Ils travaillaient avec des appareils de radio et de télévision, un métier qui, plus tard, alimenterait de nombreuses théories impliquant des expériences scientifiques et des supposées tentatives de contact avec d'autres mondes. Est-ce vraiment le cas? Près des cadavres, les policiers ont trouvé quelques objets apparemment ordinaires, mais qui sont finalement devenus des pièces fondamentales de ce casse-tête. Il y avait une bouteille d'eau vide, un paquet contenant 2 serviettes, et dans la poche de l'un des hommes, un petit carnet de notes. À l'intérieur, il y avait des chiffres et des symboles qui, selon les spécialistes, étaient des références techniques utilisées dans les valves électroniques. Mais c'est un autre papier trouvé avec Miguel José Viana qui a transformé l'affaire en une véritable énigme nationale. Le billet, écrit à la main, disait ceci: 16h30, être à l'endroit déterminé. 18h30, ingérer qui? Après les faits, protéger les métaux, attendre le signal, masque. Les messages semblaient être une sorte d'instruction pour des activités soigneusement planifiées, n'est-ce pas? Le contenu, bien sûr, a soulevé de nombreuses questions. C'était quoi cette histoire de capsule? Quel signal attendait-il? Et pourquoi devaient-ils protéger leurs yeux en portant des masques en plomb? L'enquête est alors revenue quelques jours en arrière pour reconstituer les derniers pas de ce duo. Et il a été découvert que Manuel et Miguel étaient partis de Campos do Goitacazes le 17 août. Ils ont dit à leur famille qu'ils allaient faire un voyage pour acheter du matériel électronique à Niterói. Les billets de bus trouvés avec eux confirmaient la date du voyage. D'autres versions, cependant, ou d'autres témoins savaient que le voyage serait à destination de São Paulo, dans le but d'acheter une voiture. Des témoins ont rapporté qu'après l'arrivée des hommes en ville, ils ont acheté des imperméables dans un magasin local. Des reconstitutions ont montré qu'il pleuvait, mais on ignore s'ils portaient les imperméables ou s'ils étaient à côté. Vous vous souvenez que j'ai évoqué cela récemment? On en parle, mais rien n'est sûr. Toujours selon les témoignages, l'un d'eux semblait constamment nerveux lorsqu'il a été vu là. N'est-ce pas? Il regardait autour de lui comme s'il attendait quelqu'un ou quelque chose. Ils ont aussi acheté une bouteille d'eau dont le récipient en verre devait être rendu par la suite. Après cela, la trace du duo a disparu et quelques jours plus tard, leur corps allait être retrouvé là-haut, au sommet de la colline. Les cadavres ont été envoyés à l'Institut médico-légal, mais l'état avancé de décomposition a grandement compliqué les examens. Les experts n'ont trouvé aucun signe de violence physique, ni d'agression, ni de perforation, mais ils n'ont pas pu réaliser d'examen toxicologique, du moins pas suffisamment efficace pour détecter un quelconque type de poison ou de drogue. Alors, qu'avons-nous fait? Comme on le fait habituellement lors d'une autopsie. Nous avons prélevé un morceau du cerveau, du poumon, foie, rein et tout l'estomac avec son contenu ainsi qu'une partie de l'intestin. Et la surprise, c'est aussi que l'examen toxicologique s'est révélé négatif. Les experts médico-légaux qui travaillent aujourd'hui mentionnent une certaine limitation technique de l'époque, ainsi qu'un manque de professionnalisme dans la tentative de résoudre complètement l'affaire. Par exemple, aucun échantillon de sol n'a été prélevé, bien qu'il y ait eu là une étrange absence de végétation qui a persisté pendant des années, ce qui a donné lieu à l'idée d'une contamination radioactive ou quelque chose de similaire. La contamination radioactive et le port d'un masque en plomb sont liés, non? Après environ 2 mois d'analyse, le rapport officiel de l'affaire a apporté une réponse frustrante. Cause du décès indéterminée. Évidemment, l'absence de réponse a alimenté l'imaginaire populaire. On a parlé d'empoisonnement, de pacte, d'événements ufologiques. D'ailleurs, tout ça reste indéterminé, n'est-ce pas? Alors que la police cherchait des réponses concrètes, des témoignages toujours plus étranges émergeaient. D'ailleurs, cette nuit-là, il a été rapporté que de nombreux habitants de la région affirmaient avoir vu des lumières étranges dans le ciel, attribuées évidemment à des objets non identifiés. Ce n'est que plus tard qu'elles ont été liées à la mort des hommes. Honnêtement, je ne crois pas que des êtres d'une autre planète ou des êtres extraterrestres aient causé la mort ou les morts ou aient un quelconque lien avec les décès de Miguel José Viana et Manuel Pereira da Cruz. Je pense que ce sont des gens d'ici, de la Terre, tout simplement. 2 points sont importants dans l'enquête, d'accord? La participation d'au moins un 3e homme qui aurait guidé les victimes jusqu'à l'endroit, à travers la forêt, et l'intervalle de 2 heures entre les actions prévues. 4h30 et 6h30. Le magazine O Cruzeiro, célèbre à l'époque, a révélé que Manuel et Miguel entretenaient une amitié avec un homme appelé Elcio Correa Gomes. Les 3 formaient là un groupe qui menait des expériences considérées comme scientifiquement spirituelles, impliquant des explosifs artisanaux, des phénomènes surnaturels
et de possibles contacts avec des forces inconnues de l'au-delà. Elcio a été arrêté et durement interrogé par la police de Niterói. Mais rien n'a été prouvé contre lui. Même le frère de Miguel, Herval Viana, ne croit pas aujourd'hui qu'Elcio ait eu quoi que ce soit à voir avec la mort des deux amis. Malgré cela, Elcio n'était pas à Niterói au moment de la mort de ses amis. Pourtant, que sa déposition à la police allait devenir l'une des parties les plus troublantes de l'enquête. Car selon des documents publiés par le journal Correio da Manhã, Elcio a affirmé que Manoel et Miguel avaient l'habitude d'aller dans des endroits isolés où ils pratiquaient des rituels mystiques sous l'influence de substances chimiques psychoactives. Dans ce contexte, le duo croyait à l'expansion de l'esprit et à la possibilité de contacter des entités surnaturelles. Les déclarations renforcent la théorie selon laquelle les deux techniciens faisaient partie d'un certain type de groupe ésotérique ou spiritualiste. Dans les maisons des victimes, les enquêteurs ont trouvé des livres et des publications sur le spiritisme, l'énergie mentale, l'ésotérisme et les phénomènes paranormaux. Et ce que je peux mentionner face à tout cela, c'est la ressemblance avec les pratiques du Santo Daime, avec l'utilisation de l'ayahuasca. Des sources actuelles, d'ailleurs, parlent de similarités avec la scientologie. Peu de temps après, le commissaire chargé de l'affaire, Idovan Ferreira, a déclaré à la presse qu'il croyait à une expérience parapsychologique qui avait mal tourné. Selon lui, les techniciens auraient pu ingérer des drogues ou des substances inconnues lors d'un rituel et seraient morts accidentellement. Mais cette explication n'a pas convaincu tout le monde, d'accord? Rapidement, des théories plus extraordinaires ont émergé, dont l'une des plus célèbres impliquait des objets volants non identifiés. Dans ce cas, les masques en plomb serviraient à protéger les yeux contre une lumière extrêmement forte. Émise par l'objet, certains pensaient que les techniciens tentèrent de capter des signaux d'autres planètes en utilisant à la fois leurs connaissances en électronique et des expériences spiritualistes. Bien que cela ait du sens en l'absence totale de preuves, cette théorie laisse en suspens des points très importants concernant la présence et la participation d'autres personnes. N'ayant trouvé aucun autre suspect, la police a accepté l'hypothèse de clore l'affaire sans résoudre le principal mystère du Morro do Vintém. Comment sont morts Miguel et Manuel? La seule chose certaine, c'est que quelque chose de très étrange s'était passé ici. Et à propos de la disparition de l'argent, eh bien, en 1966, ils avaient en main la somme de 1000 $. C'était beaucoup d'argent, les gars, à cette époque-là. On estime que c'était l'équivalent du salaire annuel d'un travailleur de la classe moyenne. La somme pour l'achat supposé d'une voiture, tu te souviens? 3 ans après, sans solution, l'enquête a été classée alors qu'elle était toujours en investigation. On dit qu'il y avait des soupçons concernant le Centre d'études des spirites, cette fameuse version de 1966 de la scientologie. En effet, l'endroit était proche du Morro do Vintém et fréquenté par des personnes puissantes. Ce qui expliquerait alors pourquoi ils ont abandonné les investigations. Il y a beaucoup de questions et peu de réponses. Miguel et Manuel ont quitté Campos en annonçant leur départ pour São Paulo. Ils ont gravi la colline seuls ou avec quelqu'un. Qui les aurait accompagnés? Pourquoi sont-ils allés là-bas? Pourquoi portaient-ils des masques en plomb? De quoi essayaient-ils de se protéger? Où est passé l'argent des victimes? Au fil des décennies, l'affaire est devenue le sujet de livres, de documentaires, d'émissions de télévision et de débats sur l'ufologie, l'occultisme et les phénomènes paranormaux. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens croient que Manuel Pereira da Cruz et Miguel José Viana sont morts lors d'une expérience scientifique qui a mal tourné. D'autres soutiennent qu'ils ont été victimes d'une escroquerie financière ou d'une manipulation mentale impliquant des substances toxiques. Il y a aussi ceux qui restent convaincus que le duo attendait réellement un contact avec quelque chose venant d'un autre monde. Rappelons que les masques ont été fabriqués par eux-mêmes, d'accord ? Dans l'atelier où ils travaillaient. Mais quelle que soit la théorie choisie, une chose reste inchangée depuis 1966. Personne n'a réussi à expliquer quoi que ce soit avec certitude sur ce qui s'est passé. Et quand je dis personne, cela inclut des spécialistes du monde entier, d'accord? Qui sont venus au Brésil à la recherche de réponses, à la recherche de la confirmation de leur propre thèse. Des personnes de différents domaines du savoir sont rentrées chez elles les mains vides. Au fil de ces décennies, beaucoup de gens sont déjà décédés. Journalistes, enquêteurs, légistes, proches, amis, témoins. Et le dossier ou une partie a disparu. Savoir exactement ce qui s'est passé là-bas, je crois qu'il n'y a que les deux qui sont morts qui le savent. Si quelqu'un d'autre le savait, il a gardé ce secret. Qui est cette femme?
Depuis que Stuart Angel a disparu dans les sous-sols de la dictature, Zouzou a mené un combat acharné pour au moins pouvoir l'enterrer. Un combat qu'elle a perdu aussi tragiquement que son propre fils. Une femme sans limite. L'histoire de Zuleika ou Zouzou Angel Jones a commencé bien avant sa mort, en 1976. Zouzou était originaire du Minas Gerais, passionnée de couture depuis son enfance. Et elle est devenue l'une des stylistes les plus connues du Brésil dans les années 60 et 70, après avoir divorcé de son mari américain. La mode qu'elle a créée a attiré l'attention par l'utilisation de références brésiliennes comme les broderies, les dentelles, les oiseaux, les fleurs et des éléments inspirés de la culture du Nord-Est. La styliste a conquis des clientes célèbres au Brésil et à l'étranger, y compris des actrices d'Hollywood et aussi des membres de la haute société. Mais la vie de Zouzou a subi une transformation radicale à cause de la disparition de son fils, Stuart Angel Jones. Stuart était étudiant à l'université et militait au sein du MR8, un groupe d'opposition armée au gouvernement militaire de l'époque. Le MR8 pour financer sa lutte et son objectif, qui était l'instauration du socialisme dans le pays, a organisé des braquages, des expropriations bancaires, des vols d'armes, des actions de guérilla urbaine et des enlèvements politiques, y compris celui de l'ambassadeur américain Charles Burke Elbrick. L'ambassadeur américain au Brésil, Charles Elbrick, quittait sa maison dans une voiture avec chauffeur. Quand ils ont tourné dans cette rue, la circulation était interrompue par une Volkswagen coccinelle qui semblait manœuvrer. En réalité, c'était le début de l'enlèvement qui a exposé la dictature militaire brésilienne sur la scène internationale. C'est ainsi que Stuart et ses amis se sont retrouvés dans la ligne de mire des militaires jusqu'à son arrestation le 14 mai 1971. Arrêté par des agents liés au centre de renseignement de l'aéronautique à Rio de Janeiro, il a disparu ce jour-là et son corps n'a jamais été retrouvé. 2 ans plus tard, son épouse et compagne dans les combats politiques, Sonia Angel, a également été arrêtée, torturée et tuée par des agents du régime militaire. Dans les mois qui ont suivi la disparition de son fils, Zouzou a entamé une recherche désespérée d'informations sur l'endroit où il se trouvait. L'endroit exact où il se trouvait, puisqu'elle croyait qu'il était vivant et qu'elle obtiendrait des réponses par les voies officielles. Cela compte tenu de sa renommée internationale et de la double nationalité de son fils. Ainsi, elle a cherché des réponses auprès des autorités, des avocats, des militaires et des politiciens de manière intrépide et obstinée. Avec le temps, des récits d'anciens prisonniers politiques ont commencé à émerger, affirmant que Stuart avait été torturé et tué dans des installations militaires. L'un de ces témoignages venait d'Alex Polari, qui a envoyé à Zouzou une lettre révélant que Stuart, à l'intérieur de la base aérienne du Galion, aurait été traîné, attaché à une Jeep. La bouche près du pot d'échappement, le jeune homme a été forcé de respirer les fumées et les gaz du moteur pendant qu'il était traîné. Le corps n'a jamais été remis à la famille et il existe 3 hypothèses concernant ses restes mortels. Le corps aurait été transporté en hélicoptère vers la région de la Restinga de Marambaia, là-bas à Rio de Janeiro, et jeté à la mer. Il aurait été enterré comme indigent sous un faux nom dans un cimetière de banlieue de Rio, possiblement à Inaúma, où le corps aurait été enterré clandestinement dans une zone militaire liée à la base aérienne de Santa Cruz. Mais après avoir appris la mort de son fils, Zouzou a commencé à utiliser sa notoriété internationale pour dénoncer l'affaire. Décrite comme une femme sans limite, elle a écrit des lettres, donné des interviews, cherché des journalistes étrangers et tenté de mobiliser des autorités internationales, tout cela dans la quête de justice. Comme Stuart avait la double nationalité brésilienne et américaine, elle a également cherché du soutien auprès des États-Unis. Dans l'une de ses actions les plus connues, elle a remis des documents sur l'affaire à l'époque au secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, qui était en voyage au Brésil. Bébé, qu'est-ce que tu veux? Ceci est un dossier concernant la mort de mon fils, qui est survenu à l'intérieur du bâtiment officiel du gouvernement brésilien. Son père est citoyen américain. S'il vous plaît, aidez-moi. On sait aussi que le sénateur Ted Kennedy a mentionné la disparition de Stuart au Sénat des États-Unis. En même temps, Zouzou a intégré son drame personnel dans son travail de styliste. Ses défilés ont commencé à présenter des symboles sombres, des anges bâillonnés, des taches rouges rappelant le sang, des oiseaux enfermés dans des cages, des chars de guerre et des enfants emprisonnés. Un défilé organisé à New York est resté dans les mémoires comme une sorte de protestation artistique contre la répression politique au Brésil. Au fil des années, beaucoup se sont éloignés de Zouzou, qui, obsédée par la mort de son fils, menait une croisade admirable et en même temps dangereuse. Elle en était consciente. Elle disait qu'elle était constamment suivie et menacée. D'ailleurs, peu de temps avant sa mort, elle a laissé des lettres à des proches affirmant que, si elle avait un accident,
Les responsables seraient les mêmes hommes impliqués dans la disparition de Stuart. Si quelque chose devait m'arriver, si je venais à être retrouvée morte à cause d'un accident, d'une agression ou de toute autre manière, ce serait l'œuvre des mêmes assassins que ceux de mon fils bien-aimé. Alors, dans la nuit du 14 avril 1976, après que Zouzou soit sortie d'une réunion chez des amis, au Leblon, dans la zone sud de Rio, elle a trouvé la mort sur l'Estrada da Gavea, près de la sortie du tunnel d'Oazirmaos, en direction de Barra da Tijuca, où elle habitait. Il était environ 2h15 du matin lorsqu'elle a perdu le contrôle de la voiture, percuté la rambarde du viaduc et chuté sur la voie en contrebas. Le véhicule a été complètement détruit et Zouzou est mort coincé dans la carcasse. La version officielle évoquait la somnolence, un malaise soudain, l'ivresse ou une défaillance mécanique. La certitude des proches de Zouzou Angel qu'elle avait été assassinée a trouvé un écho auprès de la police. L'enquête policière de l'époque a conclu que la styliste était morte dans un accident. Zouzou se serait endormie au volant, était ivre ou aurait eu un malaise soudain. Une conclusion qui a suscité la controverse. Ce n'est que 2 décennies plus tard, en 1998, que la Commission spéciale sur les morts et disparus politiques a reconnu que la mort de Zouzou Angel s'était produite dans un contexte de persécution politique et a relevé de forts indices d'attentat. Le témoin révèle que la mort de la styliste n'était pas un accident. La voiture de Zouzou Angel aurait été bloquée par une autre qui la suivait. Le corps de Zouzou a été enterré au cimetière São João Batista, à Rio de Janeiro. Les restes de son fils Stuart n'ont jamais été officiellement retrouvés. 2 chefs-d'œuvre de Chico Buarque ont immortalisé la douleur, le deuil et la lutte de Zouzou Angel. Angélica et Pedaço de Mime. La mort de Tim Lopes n'est ni plus ni moins importante que celle d'un citoyen ordinaire, mais elle est symbolique, car elle représente une tentative de faire taire la presse, qui est la voix, qui sont les yeux de la société. Alors que le pays essayait encore de comprendre la succession d'événements liés à la mort du maire de Santo André, Celso Daniel, la société a de nouveau été confrontée à un autre crime effrayant, survenu le 2 juin 2002 à Rio de Janeiro. Un crime qui a changé l'histoire du journalisme brésilien. En effet, nous allons parler de la disparition et de la mort d'Arcanjo Antonio Lopes do Nascimento, connu sous le nom de Tim Lopes. Les 2 trafiquants font partie du gang d'Elias Maluco et ont donné les principaux témoignages jusqu'à présent. Ils ont confirmé à la police qu'Elias Maluco, Ratinho, André Capeta et Bois ont torturé et assassiné Tim Lopes. Tim Lopes était originaire du Rio Grande do Sul, avait 51 ans et environ 30 ans de carrière et était très respecté par ses confrères qui le considéraient comme l'un des journalistes d'investigation les plus courageux et audacieux alors en activité. Tim Lopes était considéré par ses collègues comme un journaliste de la vieille école qui construisait ses reportages en marchant dans les rues, en parlant avec les gens et en observant de près la réalité qu'il voulait montrer. Alors que de nombreux professionnels commençaient déjà à dépendre de plus en plus d'informations obtenues à distance, il préférait être au cœur des événements, écoutant les récits directement de la population et s'infiltrant souvent dans les milieux sur lesquels il allait écrire. Et c'est justement son audace à dénoncer les crimes qui l'a rendu vulnérable à l'action criminelle impitoyable. Hier après-midi, une équipe de police a trouvé au sommet de la colline un corps carbonisé qui a été emmené pour analyse à l'Institut Carlos Zeboli. Le résultat de l'expertise devrait être publié dans une semaine. L'organisation Reporters sans frontières, basée à Paris, a exprimé aujourd'hui son inquiétude concernant l'affaire et a demandé que les circonstances de la disparition de Tim Lopes soient élucidées. Tim Lopes a disparu le 2 juin 2002 lors d'un reportage. Une grande partie de son travail a été consacrée à révéler la dure réalité quotidienne à laquelle sont confrontés les habitants les plus pauvres des communautés de Rio de Janeiro. Des citoyens pris en otage par la peur, imposée par le pouvoir du trafic de drogue, sans présence ni protection effective de l'État. On dit que pendant son enquête sur la prostitution infantile dans les soirées funk, Tim était déjà entré plusieurs fois dans la communauté de Villa Cruzeiro. Cependant, le 2 juin, il est revenu après avoir été informé qu'une soirée funk aurait lieu ce soir-là. Un événement où la prostitution infantile serait encouragée. En plus du trafic de drogue, évidemment. Déposé par un chauffeur de Red Globo à proximité de la communauté, Tim Lopes est entré discrètement dans un bar, a acheté une bière et était resté là, assis, observant le mouvement tout en enregistrant discrètement la circulation de trafiquants armés qui traversèrent la communauté à moto. Mais 2 membres de la faction, connus sous les surnoms d'André Capeta et Boisinho,
ont remarqué une lumière provenant du sac attaché à la taille du journaliste, où était cachée la caméra utilisée pour l'enregistrement. 2 trafiquants se sont méfiés de la présence du journaliste, apparemment à cause d'un objet qui brillait. Pourtant, l'équipement de microcaméra n'a pas de lumière. Peu de temps après, Tim a été encerclé et interrogé. N'ayant aucun moyen de cacher la vérité, il a révélé qu'il était journaliste à Globo. Mais comme il avait l'habitude de travailler sous couverture, il ne portait pas de documents prouvant son identité professionnelle. Le soupçon des criminels s'est rapidement transformé en violence. Là, au milieu de la rue, il a été agressé pendant que les trafiquants contactaient par radio le chef du trafic local, Elias Pereira da Silva, connu sous le nom d'Elias Maluco. Selon le témoignage, les 4 trafiquants n'ont pas identifié le journaliste comme étant l'auteur du reportage. D'après le témoignage, Elias Maluco s'est chargé de l'exécution à coups d'épée. Le corps du journaliste aurait été brûlé. Elias a ordonné qu'on l'emmène jusqu'à la favela de Grota, là-bas, dans le complexo do Alemão. Avant même de mettre Tim dans le coffre d'une voiture volée, les trafiquants lui ont tiré dans les jambes et lui ont attaché les mains pour empêcher toute action. Toujours selon le témoignage, les 2 trafiquants ont abordé et fouillé Tim Lopes. Il aurait été battu, attaché et blessé par balle au pied pour l'empêcher de s'enfuir. Ainsi commençait le trajet qui allait mener le reporter jusqu'au cœur du territoire contrôlé par la faction criminelle. À son arrivée à la favela da Grota, principal bastion de la faction criminelle du complexe de l'Alemão, Tim Lopes a été amené directement à Elias Maluco. Là-bas, il a été rapidement reconnu par le trafiquant Ratinho, qui a identifié Tim Lopes comme étant le responsable de la série de reportages. Feira das Drogas, diffusé au Journal National en 2001 et récompensé par le prix ESSO, avait causé des préjudices au trafic et conduit des membres du gang en prison. Convaincu de l'identité du journaliste, ce fameux Ratinho a exigé son exécution. Tim a alors été attaché à un arbre, tandis qu'il tentait désespérément de convaincre les criminels d'épargner sa vie. Mais il était déjà condamné à ce moment-là. Selon des témoignages recueillis plus tard par la police, plusieurs trafiquants assistaient au jugement et à l'exécution du journaliste. Il est bon de savoir qu'en 2002, la Coupe du monde de football a également eu lieu, organisée par la Corée du Sud et le Japon. Donc, le jour de la disparition de Tim Lopes, les chaînes diffusaient 4 matchs et il y avait l'attente du premier match du Brésil le lendemain, contre la Turquie. Ceci, supposément, a donc été l'une des raisons pour lesquelles l'absence de Tim Lopes n'a été remarquée et signalée que 11 heures après sa disparition. Même si Red Globo avait été informé par le chauffeur que Tim n'était pas revenu au point de rendez-vous, comme cela avait été convenu lorsqu'il l'avait déposé au pied de la colline. L'affaire a été confiée à l'inspecteur Daniel Gomes de la police civile de Rio de Janeiro, qui a lancé l'enquête. À Villa Cruzeiro, les habitants parlaient, effrayés, d'un homme qui avait été capturé et battu par des trafiquants la nuit précédente. Les premières informations indiquaient que le corps aurait été brûlé dans une zone isolée de la favela. En arrivant à l'endroit indiqué, les policiers ont trouvé des traces de feu, du sang frais et des restes humains. Mais des examens ultérieurs ont montré que ce matériel n'appartenait pas à Tim Lopes. Quelques jours plus tard, 2 trafiquants liés au gang d'Elias Maluco ont été arrêtés et ont fini par révéler des détails du crime. Selon les témoignages, Tim avait été emmené jusqu'à la grotte, dans le complexo do Alemão, comme je l'ai dit. Avec ces informations, la police a intensifié les recherches jusqu'à ce que les restes mortels de Tim Lopes soient retrouvés le 12 juin 2002, 10 jours après sa disparition, dans une fosse clandestine dans la région connue sous le nom de Pedra do Sapo. Sur place, on a découvert des fragments d'os calcinés et des objets personnels du journaliste, comme une montre, un crucifix et la petite caméra utilisée lors de l'enquête. Un peu plus de 3 semaines plus tard, le 5 juillet 2002, des analyses ADN effectuées à partir d'un fragment de côte ont confirmé qu'une partie de ces restes mortels appartenait bien à Tim Lopes. Selon l'enquête, Tim Lopes a été soumis à une séance de violence brutale orchestrée par Elias et d'autres membres du gang également. Les témoignages ont détaillé que ses yeux ont été brûlés, abîmés avec une cigarette et qu'il a été démembré vivant, un acte qui a choqué même les enquêteurs déjà habitués à l'extrême violence du trafic à Rio. Après l'avoir tué, les trafiquants ont tenté d'éliminer toute trace du crime en utilisant une méthode connue dans les favelas de l'époque sous le nom de micro-ondes, où la victime était placée entre des pneus recouverte de carburant et incendiée. Au cours de l'enquête, 9 membres du gang ont finalement été identifiés. Parmi eux se trouvait Elias Maluco, le chef du groupe, ainsi que des criminels connus sous les surnoms de André Capeta, Ratinho, Boizinho, Xuxa, Zev, Primo, Cadet et Frei. 2 d'entre eux, André Capeta et Boizinho, sont morts avant le procès cependant.
Boisigno lors d'une fusillade avec la police et André Capeta dans des circonstances attribuées à une probable violence. Elias Maluco et les autres complices survivants ont été condamnés à de longues peines de prison. Elias a reçu la peine la plus lourde, dépassant 28 ans de réclusion. D'autres membres du gang ont également été condamnés à plus de 2 décennies de prison, tandis que l'un des trafiquants a reçu une peine moins lourde. Elias Maluco est mort le 22 septembre 2020 à l'âge de 54 ans. Il a été retrouvé mort dans sa cellule à la prison fédérale de Catanduva, au Paraná. Les enquêtes ont indiqué qu'il s'est suicidé. La brutalité de l'affaire a eu un fort retentissement national et international et a contribué à la création de l'Abrage, qui est l'association brésilienne de journalisme d'investigation. Fondée en décembre 2002, à titre posthume, Tim Lopes a été honoré par des prix tels que le Prix national des droits de l'homme et le Prix Vladimir Herzog. Et son nom a été donné à des espaces publics à Rio de Janeiro. Tim, tu sais que lors de journées tristes comme celle d'aujourd'hui, nous avons l'habitude d'éviter de dire bonsoir, laissant le silence des studios exprimer toute l'éloquence de notre douleur. Aujourd'hui, nous avons choisi une autre approche. Et celui-ci a été encore plus spécial avec 5 affaires extrêmement marquantes de l'histoire criminelle brésilienne. Ça t'a plu? Laisse un like, un commentaire, même un emoji, et deviens membre si possible, ça m'aide. Et écoute, laisse-moi en commentaire des affaires pour qu'on fasse un nouvel épisode, en listant 5 des affaires les plus mystérieuses, les plus énigmatiques ou qui ont vraiment marqué par l'injustice. Laisse un commentaire ici, préparons le prochain épisode ensemble. Merci, bisous du roux, et à bientôt.